Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour ou contre la peine de mort. Je vais essayer d'aller dans deux axes qui sont le réalisme et le spirituel, mais comme vous savez j'aime pas opposer les choses, donc je vais terminer avec une conclusion qui fait une unité entre les deux aspects. Donc suite au débat que j'ai lancé hier sur pour ou contre la peine de mort, puisqu'hier c'était la panthéonisation de Badinter, qui est l'apôtre, le chantre de l'abolition de la peine de mort sous Mitterrand. Je tenais à faire cette vidéo pour vous donner un éclairage, j'espère, mon opinion si ça intéresse certains, en commençant par le fait que je n'ai rien contre Badinter, ni contre Mitterrand, ni contre les francs-maçons, puisque je sais que les deux en étaient, et que je laisse à chacun le soin de juger si c'est du progrès ou du progressisme. Mais les francs-maçons, en fait, sont à l'œuvre à l'origine de nombreuses évolutions sociétales. Le sociétal, c'est vraiment leur truc. À commencer par la Révolution française, la loi de laïcité de 1905, le vote des femmes en 1947, je crois, mai 68, la libération sexuelle, le mariage pour tous, la future loi sur l'euthanasie qui est en cours. Donc toutes ces évolutions sont l'œuvre de la franc-maçonnerie. Après, chacun jugera ce qui est une évolution pour la société. Moi, je suis tout à fait d'accord pour l'égalité homme-femme. Et ce qui est, pour certains, puisqu'on parlera de spiritualité, donc également de religion, ce qui est néfaste à la société, parce que je sais que pour beaucoup, en général, c'est un peu un clivage gauche-droite. Les gauchistes aiment la loi de laïcité et les droitards n'aiment pas la laïcité parce qu'ils ont l'impression que ça les oblige à mettre sous un voile, sans mauvais jeu de mots, leur religion, alors qu'ils estiment que la France est un pays catholique ou chrétien au moins, et qu'on devrait avoir le droit d'être chrétien dans ce pays, avoir une certaine priorité sur les autres religions, etc. etc. On ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, c'était pour vous parler de l'origine de ces évolutions sociétales qui sont donc l'œuvre de la franc-maçonnerie, contre qui je n'ai rien d'ailleurs, parce que j'ai des amis et des proches qui sont francs-maçons. Et ce sont des personnes merveilleuses, donc j'ai aucun problème avec ça. Donc c'est le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est vous faire imaginer, non pas forcément le pire, mais puisqu'on va parler de choses anecdotiques, donc pas de vol ou de braquage, même si c'est pas anecdotique, mais on s'entend, pas quelqu'un qui vole un téléphone ou quelqu'un qui met un coup de poing dans un bar. On va parler de choses plus graves. Donc les trois exemples que j'ai pris, que j'aimerais prendre avec vous, sont des faits de société, j'aime pas le terme, sont l'actualité des dernières années, à savoir les viols de Mazan. Donc un homme qui invite d'autres hommes, je me rappelle même plus du nombre, mais on en arrive à une cinquantaine, je crois, pour violer sa femme droguée, donc la violer dans son sommeil. Et ce, gratuitement. C'est même pas la prostituée, même si ça n'aurait pas été mieux, vous allez me dire. La seconde affaire dont j'aimerais vous permettre d'intérioriser, c'est l'affaire Le Squarnec, à savoir ce médecin qui avait un ami qui mettait ses patients enfants en sommeil et qui a abusé d'eux pour un total de 299 enfants qui auraient subi des abus sexuels tout au long de sa carrière. Ça, c'était l'année dernière. Et enfin, je terminerai avec l'affaire Lola qui m'a énormément touché, qui concerne donc le meurtre d'une petite fille de 12 ans qui a eu le tort de ressembler à sa mère, qui s'était disputée avec une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui a fini par, je crois, la torturer, lui faire des tatouages ou scarifications, la tuer évidemment et l'enfermer dans une malle. Donc voilà, on a trois histoires bien bien glauques. Et quand je vous dis intérioriser, c'est pas pour vous faire envisager le pire, c'est pour vous faire comprendre que ces affaires sont lointaines, nous paraissent à tous atroces, et qu'ensuite il faut, mon invitation, quand je vous dis d'intérioriser, c'est d'imaginer si c'était vos proches.
si c'était votre fille, si c'était votre enfant, que ce soit pour l'affaire Lola, l'affaire Le Squarneck, ou votre mère ou votre sœur pour les viols de Mazan. Donc voilà, ça c'était mon deuxième point. Le troisième point, c'est qu'évidemment, en termes de psychologie, on sait que les gens qui sont des détraqués, que ce soit sexuels ou meurtriers, ont eu des enfances détruites. Donc moi, je suis thérapeute, je suis enseignant de spiritualité. C'est pour ça que je me permets d'aborder ce sujet sous un autre angle que ce qu'on pourrait imaginer avec le célèbre Tout est amour. Il faut aimer son prochain quel qu'il soit. Et qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc nous avons tous fait du tort à soi-même, déjà, à nous-mêmes et à autrui. Mais là, on parle d'un degré largement supérieur. Donc, en psychologie, on sait que pour en arriver là, il faut avoir eu une enfance détruite et que ce sont généralement des gens qui n'ont eu personne sur qui compter, qui ont été déçus par les plus proches autour d'eux, à savoir leurs parents, leurs frères et sœurs, le prêtre de leur église, ou autre. En fait, il y a une cassure qui s'est faite non seulement psychologiquement, généralement également physiquement, émotionnellement, mais aussi dans la confiance qu'on peut accorder à autrui, dans la mesure où on se sent abandonné de tous, et donc on se sent seul contre tous, et dans ce contre tous, on en arrive à chercher des victimes pour se venger des gens qui nous ont fait du mal. Psychologiquement, c'est à peu près ça le mécanisme. Donc évidemment, je crois en la rédemption et je pense qu'on peut réellement se guérir de tout. Je pense vraiment qu'avec un accompagnement thérapeutique, psychologique, psychiatrique, voire même chamanique, avec des nettoyages, de l'exorcisme ou autre, on peut sauver, je dirais, l'âme de certaines personnes, même si j'en arrive déjà un peu à la spiritualité, sauver la vie de certaines personnes, que ce soit à travers le pardon. J'ai eu un débat récemment au mois d'août là-dessus. Moi, je prône plutôt l'acceptation que le pardon, puisque je ne suis pas réellement religieux et c'est pas ma spiritualité, on va dire, le pardon, mais je vais aborder les mots de tous. Donc le pardon, l'acceptation, j'ai également parlé de rédemption, donc je crois en la rédemption. Donc je pense réellement qu'il y a des possibilités de guérison pour la souffrance de ces gens qui sont des enfants brisés, devenus des adultes horribles, pourrait-on dire, et qui sont dans la destruction d'autrui, sachant qu'il y a aussi un effet miroir, c'est que quand on détruit les autres, c'est qu'on se détruit soi-même. C'est également intéressant de comprendre que les gens qui prennent le risque de devenir des tueurs en série ou des violeurs en série, en fait, dans leur inconscient, il y a une partie d'eux qui veut être punie par la société et qui demande à être arrêtée. C'est bien pour ça que la majorité des psychopathes laissent des indices volontairement pour jouer au chat et à la souris avec la police ou les enquêteurs, mais également dans le but d'être retrouvés et d'être arrêtés parfois, et d'être médiatisés, parce que certains en tirent un ego extrêmement, je voulais me dire ego narcissique, c'est répétitif, on s'entend, mais en tirent une gloire d'être le pire. Donc certains font volontairement acte de petits poussés pour se faire arrêter, pour voir leur tête à la télé et être des sortes de stars du mal. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est que certains, effectivement, se cachent et agissent sournoisement, et d'autres ont pour objectif de se faire arrêter et d'être punis. Donc dans tous les cas, il y a ce phénomène, j'ai parlé d'effet miroir, mais c'est bien plus encore, c'est de vivre à travers autrui, c'est que je détruis l'autre comme on m'a détruit et je continue à me détruire. Donc la personne qui va vous dire, moi, et ça c'est la majorité des pédophiles ont été pédophilés, c'est très connu, on va dire, c'est du 70-80%, ça reste quand même, il persiste à un pourcentage important de notre côté. Mais en général, dans les procès, on entend que on fait des choses atroces parce qu'on a vécu des choses atroces. Mais ça permet la compréhension, mais pas forcément la compassion. Vous m'entendez bien. Donc le point suivant, je vais passer à un ordre purement juridique, puisque dans vos commentaires, dans vos réponses, on m'a parlé du risque de condamner un innocent. Donc je me rappelle très bien de l'affaire Omar Haddad ou Patrick Dils. Ça arrive effectivement
Ou aux États-Unis, il y a souvent des blacks qui font les coupables idéaux, qui ont été condamnés à la chaise électrique ou à la peine de mort sous injection létale ou peu importe, alors qu'ils étaient parfaitement innocents. Donc je comprends vraiment le risque de condamner un innocent. Aussi, je pense que dans ce risque, il vaut mieux effectivement ne pas aller dans la perspective d'une peine de mort. Ensuite, on a parlé également de progrès scientifiques qui permettent effectivement qu'un coupable puisse être retrouvé grâce à son ADN ou ses cheveux, des empreintes digitales, peu importe, le téléphone qui bip sur une borne, etc. Donc effectivement, le progrès scientifique évite de plus en plus des erreurs judiciaires. Ensuite, il y a le flagrant délit, et là, vous serez d'accord avec moi, j'espère, qu'il n'y a aucun doute sur la culpabilité de quelqu'un. Donc je vous parle non pas des cas où il y a un doute, mais je vous parle des cas où il y a des preuves irréfutables. Récemment, j'ai écouté un avocat, et j'aime citer les gens, mais là, je ne me rappelle plus de son nom, qui prenait un exemple, justement, donc c'est quelqu'un qui militait contre la peine de mort, et qui prenait cet exemple, il disait, imaginez qu'il y a un homme qui va voir sa maîtresse, donc il se cache, il est marié. Il va voir sa maîtresse, il rentre chez elle et ils ont un rapport sexuel et il termine par éjaculer dans elle. Puis, le rapport terminé, il s'en va, il rentre chez lui ou il va au boulot, enfin bref, peu importe. Et en fait, derrière lui, il y a une des personnes du voisinage qui a entendu ou qui a une curiosité ou qui est pervers, évidemment, et qui rentre chez la dame, qui, elle, pense que c'est son amant qui revient, et qui la tue. Et il s'en va, sans laisser de traces. Alors, l'enquête de la police scientifique découvrira les traces de rapports sexuels et de sperme dans le corps de la personne décédée. Et l'amant sera accusé de meurtre et il n'y aura aucune preuve pour le dédouaner. Donc il prenait cet exemple pour dire que scientifiquement et logiquement, intellectuellement, effectivement, il y a des risques de condamner un innocent. Donc ça, je l'aborderai encore après. Donc cet exemple m'a beaucoup parlé puisque effectivement, on peut condamner des innocents. C'est pour ça que je ne suis pas pour la peine de mort dans ce genre de situation. Mais je reviendrai sur mon avis personnel à la fin. Donc, j'aimerais aborder un autre exemple qui m'avait énormément touché il y a quelques années. Je ne me rappelle pas non plus du nom de la personne, mais je pense que vous pouvez vous rappeler, c'est l'histoire d'une dame qui était mariée, qui avait 2 filles, et dont le mari abusait sexuellement donc des 3 femmes sous le foyer pendant une vingtaine d'années, et qui les frappait, qui les maltraitait, etc. Un beau jour, son mari s'en prend à une de ses filles, et elle, dans un réflexe de maman, tardif, hein, soit, mais on n'est pas là pour juger, attrape un fusil et tire sur son mari. Et en fait, cette affaire avait fait une jurisprudence, puisque la loi avait condamné cette dame pour meurtre, mais avait fait preuve de compassion tout de même pour la situation dans laquelle elle a tué. Elle n'a pas tué un innocent, elle n'a pas tué un inconnu dans la rue, elle a tué un homme qui leur faisait vivre un cauchemar depuis des années à elle et ses filles, et je crois qu'elle a été condamnée à quelque chose comme 4 ou 5 ans de prison pour une sorte de symbolique, donc pour ne pas faire une jurisprudence comme quoi n'importe quelle femme battue ou violée a le droit de tuer son mari, donc il y a une peine de prison qui a été mise, mais au lieu de lui mettre 18 ou 20 ans, ils lui ont mis 4 ou 5 ans, parce qu'ils ont compris et ils ont eu de la compassion pour l'horreur que cette femme vivait, non seulement depuis 20 ans, l'accumulation d'émotions et de souffrances, mais également le réflexe de vouloir protéger sa fille dans cet instant de grâce, pourrais-je dire. Parce que là, vous sentez déjà mon opinion, c'est que moi, mon opinion, je ne vais pas militer pour la peine de mort, mais moi, personnellement, je trouve qu'elle a bien fait et qu'elle n'ira pas en enfer, qu'elle n'a aucune raison d'être condamnée ou condamnable.
Je suis vraiment le cœur ouvert là-dedans. Ensuite, certains m'ont parlé de préférer mettre de la prison à vie. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de prison à vie en France, puisque je crois que la peine maximum, c'est 30 ans, et que ça n'existe quasiment pas, parce que en général, il y a des remises de peine, il y a des relâchements pour bonne conduite, etc., etc. Donc voilà, là je pense, pour ne pas être juriste ou légaliste, avoir fait un petit peu le tour de l'aspect judiciaire des choses. Donc maintenant je vais aborder l'aspect plus spirituel. Puisque la majorité d'entre vous, puisque j'ai un public de gens conscients qui ont une spiritualité, au moins une, puisque moi j'en ai plusieurs, et ou une religion qui est de la spiritualité ou qui n'en est pas, ou enfin bref, le mélange de tout. On va mettre des spiritualités, des religions, du chamanisme ou d'autres notions qui sont de l'ordre du respect du vivant, de l'être humain, d'âme à âme, de la fraternité universelle, de l'amour de son prochain, et que on m'a rétorqué que mais qui oserait tuer quelqu'un qui a tué? Est-ce que ce serait pas redescendre aussi bas que lui? Est-ce que dans la spiritualité, justement, j'ai parlé de ne pas tuer, c'est dans toutes les religions qu'il est interdit de tuer quelqu'un. On m'a parlé également de la notion de bouddhisme et de réincarnation, mais là, j'ai pas trop envie de retourner là-dedans, mais pourquoi pas y penser, ouvrir une fenêtre dans notre esprit, et de comprendre également pourquoi ce choix d'incarnation de devenir un assassin, un tueur, un violeur, un terroriste, etc. Pardon. Donc j'ai abordé également ces notions donc, de choix de vie, je vous l'ai dit, de pardon, de rédemption, d'acceptation. Et c'est pour ça que dans le début de mon opinion personnelle, j'aimerais vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui va condamner, je ne défendrai pas la peine de mort pour un acte, quel qu'il soit, parce que justement je crois en la rédemption et je pense que tout le monde a droit à une seconde chance. Mais comme je l'ai déjà écrit dans certains de mes textes, la rédemption ou le pardon, c'est une fois, peut-être deux, mais c'est pas 10 fois, 15 fois, 50 fois. Donc moi, je peux admettre qu'on puisse péter un plomb et faire n'importe quoi une fois, et que la société nous donne une autre chance, pardon, après avoir été puni, puisque la prison, ça sert à être non seulement puni, mais ça sert également à être réhabilité, à pouvoir revenir dans la société. Donc, je comprends, et là, je prends vraiment des pincettes, parce que chacun a sa vie, comme je vous l'ai dit, il y a ce qu'on regarde dans la vie d'autrui, et il y a si ça touche quelqu'un de nos proches. Si c'était mon enfant ou un de vos enfants, je pense que nous ne serions pas nombreux à faire comme la femme de Charlie Kirk, à dire je pardonne. C'est un acte magnifique, mais je pense que très peu de gens en sont capables. J'admire quelque part, mais comme vous l'entendez, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est que je pense qu'il y a tout de même une échelle de gravité. Si on prend les terroristes du Bataclan ou de l'attentat de Nice ou peu importe, moi je pense que des gens qui sont dans des actes terroristes, non seulement de tuer, mais dans un objectif politique de transmettre de la terreur, c'est bien ça le terrorisme, c'est pas juste le fait de tuer, c'est le fait de prévenir les autres autour que faites attention à vous. Moi, je suis pas forcément pour l'idée de les enfermer. Je pense qu'il y a des gens, dans la mesure où on commet un acte terroriste, c'est qu'on est prêt à mourir. Donc, j'allais dire autant les aider à y aller plus vite. Parce que, également parmi vos commentaires, il y a certains qui sont un peu plus cartésiens, qui ont parlé du coût que ça représente à la société et donc à nous, les contribuables, de payer un logement et de l'alimentation et une vie et des loisirs à des psychopathes ou des meurtriers, des assassins, des terroristes, des violeurs, tout ce que vous voulez. Puisque effectivement ça coûte à la société et qu'en plus de plus en plus on entend
que certains, on les amène faire du poney, aller faire un atelier de karting, avoir le droit de recevoir comment on appelle ça? Je me rappelle plus, je suis pas un spécialiste de l'incarcération. Des droits de visite familiale ou, ah oui, visite conjugale où on les enferme dans des pièces. J'ai entendu récemment qu'il y a un meurtrier ignoble des dernières années qui vient de faire un enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est remarié, enfin, peu importe le mariage, hein, vous allez me dire, on n'est plus. La société a évolué, marié ou pas, donc qui vient d'avoir un enfant alors qu'il est en prison, justement, entre guillemets, à vie, donc sachant qu'il y a un plafond. Je vous ai dit 30 ans, mais je ne me rappelle plus combien d'années il a pris. Donc en gros, c'est comme si en prison, il y a des cellules plutôt agréables, on a le droit d'avoir des loisirs, d'avoir des activités, faire des rencontres avec des femmes, aller faire, je sais pas moi, différentes thérapies. J'avais entendu parler en Suisse d'un meurtrier justement qui avait tué une femme qui faisait de l'équithérapie, donc il était sorti faire du cheval avec elle et il l'avait tuée. Enfin bref, je vais arrêter dans les exemples, vous m'avez compris, dans les échelles de gravité. Donc en fait, mon point de vue commence par là, c'est que je pense qu'on a tous le droit à une seconde chance et à la rédemption et que la société nous donne une nouvelle chance, Dieu nous donne une nouvelle chance pour les religieux, ou que la vie nous permette de transcender nos souffrances et de devenir quelqu'un de meilleur pour un aspect plus spirituel. D'être plus à l'écoute de notre âme, parce qu'il y a des très beaux films sur la rédemption, sur la transformation d'un être humain qui a commis des actes très graves et qui se rend compte qu'il a été dans l'erreur et qu'il va emprunter un chemin de guérison, de paix, de foi, certains même pour un sentiment de devoir se racheter envers la vie, envers la société. Donc il y a de très beaux exemples de gens qui ont changé, évolué. Mais tout comme il y a de très mauvais exemples de gens qui ont été relâchés beaucoup trop tôt et qui ont récidivé. Donc voilà, mon premier pas, point dans mon point de vue, c'est la notion de récidive. C'est que, ok, on pardonne à ceux qui ont commis une erreur et qui peuvent se racheter ou se rattraper, bien que pour les parents ou enfants de la victime, ce soit terrible pour la vie. Mais je pense que pour moi, ma limite, c'est la notion de récidive. C'est que la personne qui va violer 15 femmes ou qui a tué 25 personnes, je suis désolé de vous dire, je vous ai dit qu'on peut tous se guérir de tout, mais j'estime quand même qu'il y a des gens qui sont foutus. Je suis désolé, ça peut paraître atroce à dire de condamner des gens d'avance, mais moi, récemment, certains de mes amis, quand j'ai écrit différents textes à ce sujet, m'ont dit: Gwen, je te sens en colère en ce moment, tu parles avec une certaine violence, parce que j'avais écrit par exemple cet été que moi j'étais pour éliminer quasiment, sans faire d'appel à la violence, mais les récidivistes, justement, les multirécidivistes, que moi-même j'avais eu un parcours d'avoir eu des ex ou des amis qui ont subi des abus sexuels et que mon premier réflexe a été de vouloir les venger, d'avoir fait la chasse aux pédophiles quand j'étais à Madagascar, sans les tuer, mais pour leur donner une leçon ou les calmer ou autre. Et que dans un stage, on m'avait posé la question: et si c'était à refaire, Gwen, maintenant que tu es en paix, en amour pour tout le monde? J'avais dit: si c'était à refaire, je le referais fois 1000, hein, en fait. J'ai aimé le faire. Si c'était à refaire, je le referais. Enfin, moi, j'ai aucun regret dans la vie. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. J'en tire aucune fierté ni nourrir mon ego, euh, ni mon âme, en fait. C'est comme si je suis en paix dans tout mon être, en unité. Mon ego, mon âme, mes multiples facettes me disent que ce que j'ai fait, bah, c'est ce que j'avais à faire à ce moment-là, et j'ai aucun regret. Je l'ai fait. Est-ce que parce que je me suis amélioré, j'aurais aimé pouvoir faire les choses autrement? Non, parce que c'est parce que je l'ai fait que je suis devenu ce que je suis maintenant. Donc ça fait partie d'un cheminement, comme là je vous parle de moi, mais pour vous aussi. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons vécu ces expériences que certains vont qualifier de mauvaises expériences ou de regrets ou de remords. J'aurais pas dû si j'avais su, etc. Moi, il n'y a rien qui existe comme ça là-dedans. J'ai pas de culpabilité, j'ai fait ce qui me semblait juste sur le moment. Et puis, comme disent certains, bah, seul Dieu pourra me juger. Vous pouvez penser ce que vous voulez de mon parcours.
je m'estime être une belle personne et que c'est grâce à ces différentes expériences que je suis devenu ce que je suis et que si je les avais pas faites, je ne serais pas la personne qui est devant vous aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de qui va tuer, puisqu'on a parlé de religion et de spiritualité, bah, moi je pense que pour choisir des bourreaux, bah, dans ce cas, il faut prendre des athées ou des agnostiques, des gens qui n'ont aucune transcendance, qui n'ont pas de compte à rendre à Dieu, à l'univers, à un karma quelconque. En fait, il y a des gens qui n'ont réellement aucune transcendance, hein. Et que si on leur disait, ben, on te paye 10 000 euros par mois pour exécuter les personnes, des fois c'est juste l'appât du gain, je suis désolé de le dire, il y a des personnes qui marchent comme ça, hein, qui, oui, ouais, qui n'ont pas de transcendance, qui ne visent pas quelque chose de plus grand, qui n'ont pas de quête d'unité, d'unité avec la totalité, de devenir des êtres bons, des êtres d'amour. Il y a des gens, ils s'en foutent de tout ça, hein, sincèrement. Donc je pense que s'il devait y avoir des bourreaux, il faudrait choisir parmi ceux-là. Mais en même temps, certains ont nuancé, j'ai beaucoup aimé parce que ça fait partie de mon jargon, la notion d'ego, de souffrance et la notion d'âme. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est qu'en fait, moi, en mon âme et conscience, je me sens incapable de tuer quelqu'un. Je ne souhaite de mal à personne, très sincèrement. Quand je suis dans mon cœur, je pense que réellement, comme je vous l'ai dit auparavant, qu'on peut guérir tout le monde. Mais en fait, pour moi, c'est assez simple de me dire, quand je vous ai dit, essayez de vivre les trois premiers exemples que je vous ai donnés sur le viol de Mazan, Affaire Le Squarneck et la petite Lola, c'est qu'en fait, moi, je sais également taire mon âme et invoquer mon ego. C'est qu'il suffit que je sois avec quelqu'un que j'aime, chose qui m'est déjà arrivée, et que la personne se décompose et me dise c'est lui qui m'a violé. Là, mon âme, je dis ok, l'amour, la paix, tout ça, j'ai pas envie. Mon ego, bouboule, viens ici. Je t'invoque, prends toute ta puissance, prends tout ton pouvoir, ta carte est libre, on va les détruire ce mec, tout de suite. Et sincèrement, mon âme, elle me dit, ok, je vous laisse. Bon, elle peut essayer de me raisonner, mais je suis totalement dans l'amour de ma totalité, c'est-à-dire que je ne suis pas toujours en train de dire qu'il faut écouter seulement son âme. Moi, je trouve que mon ego, il a sa place, il a sa raison d'être, et que si quelqu'un vous dit, bah, là dans votre village, il y a quelqu'un qui a violé 5 petites filles, ou il y a quelqu'un qui a tué 17 grands-mères et qui est sorti de prison, est-ce que vous serez en sécurité ou vous préférez que quelqu'un l'élimine ou peut-être même que vous-même vous disiez bah, je vais m'en occuper ou enfin au moins le surveiller, peut-être m'en occuper différemment. Chacun comprendra ce qu'il voudra. Mais honnêtement, moi je pense que si je suis avec des gens qui ont souffert le martyre. Là, je pris des exemples de viol ou de meurtrier, mais ça peut être un dictateur qui leur a pourri la vie ou autre, ou commis un génocide. Bah, je pense que je serais capable de tuer, hein, mais sans faire d'appel à la violence. Je vous dis très honnêtement, et je m'aime quand je dis ça, hein, je me trouve pas horrible hein, comme personnage. Enfin bref, je ne suis pas vraiment dans l'auto-jugement, je vous laisse le soin de me juger avec votre âme, avec votre ego, peu importe, mais je m'accueille dans ma totalité, c'est ça que je veux dire. Donc après, ben, pour l'acte spirituel, moi je suis totalement pour bénir l'âme, envoyer l'âme vers la lumière de cette personne. Je pense qu'elle peut trouver la paix à travers la mort. Je pense qu'on peut également lui offrir une belle sépulture, donc bénir son corps. Euh, Là, je mélange justement spiritualité, religion et chamanisme avec cet acte qui est très profond entre la terre et le ciel. C'est j'offre la dépouille pour qu'elle trouve la paix auprès de la terre et j'offre l'âme au ciel pour qu'il trouve la paix auprès du Père. Je pense vraiment que ça peut être un acte d'amour. Et ça sera cela ma conclusion, c'est que quand mes amis me disaient Gwen, je te trouve violent et dur dans tes propos, quand tu es dans la condamnation des gens qui commettent des atrocités,
Je leur ai dit, mais en fait non, je ressens aucune colère, aucune violence. Je me sens profondément dans... Ça a bugué peut-être un peu. Donc je répète, je ne me sens pas dans la colère, ni dans la tristesse, ni dans la souffrance, ni dans un acte de vengeance. Pour moi, c'est réellement de l'amour de me dire, si j'arrête quelqu'un, je le fais par amour. Je le fais pas par plaisir de faire du mal à quelqu'un. Donc si je vous prends, je vous ai pris pas mal d'exemples dans cette vidéo qui est un petit peu longue, mais si un homme frappe sa femme dans la rue et que vous voulez l'en empêcher, bah, parfois l'homme il peut se retourner contre vous. Et en fait, il n'y a que la violence qui peut l'arrêter. Donc soit faut l'assommer, soit faut le maîtriser, soit malencontreusement on peut lui casser quelque chose, l'envoyer à l'hôpital ou peut-être même le tuer. Mais je trouve qu'on l'aura fait dans un geste d'amour pour protéger une femme qui souffre, une femme qui va mal ou une femme ou un enfant. D'ailleurs, je me rends compte que l'arbre derrière, ça me fait une sorte d'auréole avec des cheveux, c'est assez marrant. Euh, oui, pour moi, c'est un acte d'amour et de même le fait de comprendre qu'il y a des gens qui font du mal. Je suis d'accord avec l'idée de certains de les enfermer à vie, mais comme je vous l'ai dit, je suis très terre à terre et ça, malgré ma spiritualité, est cartésien et c'est vrai que ça coûte un bras à la société. Et je trouve même pas qu'ils méritent de vivre en fait, pour être honnête. Moi, je trouve que l'acte d'amour, c'est de préserver les éventuelles futures victimes. Donc, pour avoir déjà accompagné des femmes au commissariat de police pour porter plainte avec pour des viols ou de la violence conjugale, et que la police évidemment va dire bah, vous n'avez pas de preuves, ça sert à rien. Donc elle me disait aussi ça sert à rien que je le fasse, et moi je leur disais si ça sert. Ça sert parce que même si c'est pas une plainte et que c'est une main courante, il suffit que d'autres femmes fassent la même chose et il y aura un faisceau d'indices et de présomptions de culpabilité pour le coup sur cette personne. Parce que si chaque femme se dit ça sert à rien que je porte plainte ou que je dépose une main courante, bah, le gars il peut faire ça 10 fois. Alors que si les 10 victimes vont porter plainte, même sans preuve, la police va se mettre à enquêter là-dessus et c'est très important, notamment également pour poser un dossier auprès d'un avocat ou pour qu'un juge se rende compte que c'est pas le hasard, c'est pas une femme comme ça qui pourrait accuser à tort, genre MeToo, c'est plein de femmes d'un coup qui ont eu des expériences et qui ont pas forcément de preuves scientifiques, mais au moins des témoignages. Et c'est très important pour moi. Là, je mélange ma conclusion avec un aspect judiciaire. Donc, je pense que l'acte d'amour, c'est d'empêcher la récidive et d'empêcher euh, qu'une personne qui a fait 5 victimes et comme je vous l'ai dit, que j'estime être foutue et qui est irrécupérable et inguérissable parce qu'elle a beaucoup trop torturé. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens dans des procès qui disaient c'était plus fort que moi, j'ai eu un malaise, il y a un truc qui s'est emparé de mon corps, il fallait que je viole une femme ou que je tue quelqu'un. Et en fait, c'est vraiment de l'ordre de la possession. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, je pense, je répète, on peut guérir certaines personnes, mais pas toutes. Et celles qu'on ne peut pas guérir, c'est beaucoup trop dangereux pour la société de les laisser se balader dans la nature ou de leur donner une deuxième chance ou une troisième ou une 15e et qu'il y a un moment où il faut dire stop et que c'est un acte d'amour, c'est un acte d'amour pour son prochain, c'est un acte d'amour parce qu'on empêche la création de nouvelles victimes et que qu'on ne nous sorte pas oui mais c'est ton karma, c'est votre co-création, c'est la loi d'attraction parce que tu avais besoin de vivre ça. Non, en fait on peut empêcher certaines personnes de vivre des drames tout simplement parce qu'il y a eu tellement d'affaires d'hommes qui ont fait leur peine de prison, qui sont sortis, et dans le mois qui a suivi, ils ont récidivé immédiatement parce que ce sont des psychopathes. Je suis désolé de vous le dire, il y a des gens, ils sont flingués de l'intérieur. Je ne vais pas dire ils n'ont plus d'âme, mais ils ont le cerveau en vrac, ils ont le cœur qui est brisé, et malgré les thérapies, l'amour, les soins énergétiques, les soins chamaniques, je pense sincèrement qu'il y a des gens, on n'y arrivera pas. Et pour cela, bah, ma conclusion, c'est que je suis pour la peine de mort, mais comme je vous l'ai dit,
dans l'amour, la bénédiction du corps et de l'âme et de l'esprit. Je pense que ça peut être un acte d'amour pour cette personne de l'arrêter, et c'est un acte d'amour pour la société de l'arrêter. Et pour terminer, puisque mon avis, j'espère que vous aura intéressé, mais malgré tout, c'est pas moi qui décide, et je reprends mon intro pour conclure. C'est que lorsque Badinter a choisi ça avec Mitterrand, il n'y a pas eu de référendum. Donc en fait, moi, je suis un profond démocrate, pas dans le sens démocrate américain, hein, on se comprend bien, démocrate dans le sens le pouvoir au peuple, et je pense que c'est le peuple qui doit décider de ça. Donc certains me diront, oui, mais si on fait des référendums, la majorité n'a pas toujours raison. Ben, je suis entièrement d'accord avec vous, il y a des lois qui font que Macron est président ou autre, et que c'est pas la majorité qui a gagné, mais c'est la majorité au suffrage universel. Donc c'est la majorité a c'est pas parce c'est Coluche qui disait c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. Je suis totalement d'accord, mais je suis pour un référendum parce que je suis un citoyen conscient et que je pense que le peuple doit décider de ces choses-là et que c'est pas des décisions individuelles. C'est pour ça que la richesse du débat d'hier était merveilleuse, c'est que l'avis de chacun, oui, pour, contre, chacun en fait a ses raisons d'avoir son opinion et sa sensibilité, et je trouve ça sublimissime. Donc voilà, je suis pour un référendum. Après, bah, certains d'entre vous seront d'accord ou pas avec moi, puisque j'ai parlé de Macron, bah, il y a autre chose où moi je suis pour la peine de mort, c'est la haute trahison, qui a été enlevée par Sarkozy, euh, dont les affaires des fonds libyens, dont la guerre en Libye, dont la vente d'armes, non, la vente de stocks d'or aux États-Unis à prix bradé, etc. Donc que ce soit des Macron ou des Sarkozy ou d'autres, moi je suis pour la punition, si vous voulez, d'enfermement à vie ou si vous voulez de peine de mort. Mais pour moi, la haute trahison doit faire partie des actes qui sont sévèrement punis par la société, parce que notre pays n'en serait pas là. Si on laisse des juges vendre leurs filles, si on laisse des politiciens brader nos industries, si on laisse des industriels détruire notre pays, si on laisse l'hôpital, les transports publics, l'école être volontairement détruits dans un aspect de libéralisme pour flinguer le système public afin de tout privatiser à fuera avec la tronçonneuse pour enrichir les petits copains, en fait, pour ses potes milliardaires. Mais pour moi, la haute trahison doit également être sévèrement punie comme un meurtre, enfin des meurtres, puisque j'ai parlé de multirécidivistes, ou autres. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire que vous soyez d'accord ou pas, mais au moins me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et ceux qui veulent approfondir avec moi et savoir comment je fais pour enseigner la spiritualité tout en étant pour la peine de mort, et comment je fais pour être parfaitement en paix avec tout ce que je vous dis, bah, n'hésitez pas à me mailer, à prendre contact, ou ceux qui veulent travailler sur eux, bah, pareil, mail gwen.clap@gmail.com. Sur ce, je m'arrête parce que la vidéo est finalement assez longue. Je vous fais des gros bisous. Nous sommes un et je nous aime. Ciao, ciao!